Amis auditeurs, bonsoir. Vous écoutez Méridien Zéro, l'émission libre et rebelle du MAS, du Mouvement d'Action Sociale, qui est donc diffusée dans le cadre de Radio Bandiera Nera, la radio italienne de Casapound. Et Méridien Zéro, comme pour la plupart d'entre vous, vous le savez, est l'émission francophone de RBN. Ce soir, une émission chargée avec un plateau que certains camarades rêveraient, je pense, d'avoir assez souvent. Que des gens très bien. Bon, là, je dirais un petit peu comme d'habitude, mais mais quand même, ce soir, on est gâtés. À ma droite, Olivier François. Bonsoir. À ma gauche, Pascal Esric. Bonsoir. Et face à moi, et avec mes deux co-animateurs en quelque sorte, et pour le cuisiner, Olivier Molin. Bonsoir. Et donc autour d'une thématique qui va porter à la fois sur son œuvre, sa vie, son œuvre, et bien sûr aussi des questions liées à la littérature aujourd'hui. Alors est-ce que cette truculence n'est pas, on s'en faisait la réflexion un petit peu avec Pascal pendant la pause. Est-ce que cette truculence c'est finalement pas un moyen de maintenir vivant un certain nombre de choses qui sont en train de disparaître, tout comme a pu disparaître à la fin du Moyen Âge justement toute cette culture populaire qui a été normalisée par la culture des élites, ce que Norbert Elias avait étudié dans la civilisation des mœurs. Est-ce que c'est pas aussi cet aspect-là, un moment d'une époque qui s'assèche, qui devient de plus en plus normative, et donc ce que vous dites, la langue est un moyen de franchir aussi ça. Alors ce que tu dis a du sens. Moi je l'ai pas évidemment théorisé comme ça. Moi je reste un modeste romancier, c'est-à-dire que je maîtrise pas forcément toutes les choses qui sont dans mes livres, au sens où je les théorise pas. Je te rappelle que tu as dit que la date de la décadence c'est à partir de Philippe le Bel. Oui, c'est vrai. J'ai dit ça moi. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc tu théorises. Mais alors il peut m'arriver de théoriser, mais enfin je veux dire que globalement. Ah oui, dans l'entretien tu dis. La décadence, on peut tout à fait dater la décadence de l'Europe à partir de Philippe le Bel, quand on a arrêté de danser dans les cimetières. Ah oui, c'est possible. Non, mais disons que oui, si je l'ai dit, c'est que je dois le penser. Mais non, disons que moi je suis effectivement un amoureux du Moyen Âge, ça c'est vrai, et du beau Moyen Âge, du Moyen Âge. Effectivement, vers Philippe le Bel, les choses commencent à se gâter. Mais bon, puis après avec la Renaissance. Mais aujourd'hui, je sais, par rapport à ta question, je sais pas trop. Qu'est-ce que je veux garder? Je sais pas. Moi, simplement, je décris les personnages, j'écris des histoires. Moi, je crois ce que disait Olivier François avant est assez important. Moi, j'ai toujours cru, si vous voulez, que un roman, c'est une histoire. J'aime raconter des histoires déjà. J'aime raconter des histoires et j'aime bien lire des histoires. Voilà. Après, je le fais avec ma sensibilité, je le fais avec ma manière de voir le monde, mais qui est pas une manière, théorique et dogmatique. C'est ça que je voulais dire plus. Après, évidemment, j'ai des idées comme tout le monde, mais bon, c'est pas. Voilà, moi j'essaye simplement, si vous voulez, dans mes livres, de créer des personnages qui sont confrontés à une époque que je considère en effet comme une époque désastreuse sur tous les plans, une époque où en effet tout s'effondre à une vitesse. Alors ça fait un peu vieux con de dire ça, mais je le crois quand même vraiment. C'est-à-dire qu'on est en train en plus là véritablement de passer à autre chose. On le sent bien tous, et pas seulement depuis quelques mois. On est en train. Voilà, à partir de là, moi, j'essaye simplement, je crois plus trop dans certaines formes d'action, politiques ou etc. Donc j'essaye simplement de trouver des moyens littéraires d'échapper à ça, voilà, d'échapper à cette pesanteur purement matérielle, à ce matérialisme qui a tout contaminé, et d'avoir des gens qui retrouvent effectivement une forme de gaieté ancestrale, tout simplement, mais comme on a toujours vécu finalement. Enfin, quand on se retourne, on voit que les gens ont toujours vécu avec leurs peines, leurs douleurs, mais aussi avec leur joie et leurs moments, voilà. Je crois qu'on en a un petit peu parlé en début d'émission, mais c'est une singularité de beaucoup de tes personnages. Je sais que les auditeurs de Méridien Zéro sont assez divers, mais d'une rencontre en fait entre à la fois un certain paganisme et en même temps une nostalgie aussi pour le Moyen Âge chrétien, on peut le dire. Bien sûr, non, mais je pose pas. Il faut pas opposer. Je crois que
moi, évidemment, j'ai une certaine sympathie. Enfin, alors, tout dépend de ce qu'on appelle paganisme, mais en tout cas, pour une certaine manière de sentir païenne entre guillemets, mais qui ne, vous savez, c'était comment il s'appelait ce grand Colombien, Nicolas Davila. Gomez Davila, merci, qui disait que le paganisme est le premier évangile. Donc il y a quand même et surtout dans comment dire, dans le christianisme médiéval, on doit pas forcément les mettre en opposition. Regardez Vincenot, Vincenot n'est pas anti-chrétien du tout. Pourtant, il fait une synthèse entre quelque part entre les Gaulois païens et chrétiens. Enfin bon, tout ça va ensemble, quoi. Il est vrai que l'histoire, parce que moi je suis alsacien de naissance, et donc comme vous savez, dans l'Est il n'y a pas de bocage, c'est des paysages complètement ouverts. D'un village en Alsace on voit le clocher de l'autre, et ça m'a fasciné effectivement ce paysage que je connaissais très peu en fait. Donc là où il en reste, parce qu'il en reste très peu, mais en Mayenne il reste certains paysages de bocage, en Normandie également, en Bretagne ça a été quasiment rasé entièrement, mais il reste quelques, et c'est vrai que c'est fascinant parce que ce sont des haies qui sont très larges, qui font 3 mètres, c'est des petits morceaux de forêt en fait entre les champs. Et c'est pas pour rien évidemment qu'on le fasse, c'est ce que je dis là, c'est-à-dire que si on a inventé le bocage, c'est pas pour rien. Et il est vrai que j'ai retrouvé dans ce vandalisme, dans ce qu'on a fait subir au bocage. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, du reste, je le dis pas dans ce livre, mais on redonne de l'argent aux paysans pour replanter. Alors que c'est complètement. Mais c'est vrai que c'est un exemple pour moi fabuleux de vandalisme et de crétinerie orgueilleuse. C'est-à-dire qu'on s'est dit à un moment donné, c'est pour augmenter la production et la productivité. En vérité, c'est se dire tiens, on va gagner de la surface, donc on va et on a connu effectivement le bocage a connu des problèmes, et puis d'abord c'est moche aujourd'hui, et puis surtout ça marche plus quoi. Enfin c'est ça qui est beau d'ailleurs dans le passage, tu montres bien l'utilité du bocage, très concret, bocage, en même temps la beauté de cette diversité avec tous ces animaux. D'ailleurs l'alouette Lulu, c'est la première fois que j'en entends parler. Voilà, mais c'est intéressant ce passage et puis c'est assez rageant mais ça ça fait pas, c'est typiquement là on est dans l'idéologie du progrès la plus bête et la plus basique, c'est-à-dire que c'est de se dire qu'à partir du moment demain sera mieux qu'hier forcément, et hier était moins bien qu'aujourd'hui forcément, c'est-à-dire par définition, dans tout. Si vous dites le contraire, vous êtes réac. Ça c'est quand même quelque chose de complètement fascinant. Et pour le bocage, c'était ça, c'est de se dire que de toute façon des ingénieurs, des crânes d'œufs ingénieurs des ministères qui se sont dit on est beaucoup plus malin que les anciens, on va faire, voilà, donc ça m'a parce que quand j'étais là-bas, je me suis un peu intéressé à la question et ça m'a vraiment interpellé quoi, comme on dit. Oui, c'est d'autant plus intéressant que globalement c'est les technocrates de l'époque. Il n'y a pas de camp ou d'étiquette politique en fait pour la crétinerie, en particulier pour la crétinerie du progrès. Non, je suis absolument d'accord avec vous. C'est pas, même aujourd'hui quand on voit, le progrès, parce que pour moi c'est une des questions essentielles aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut être anti-progrès, c'est pas du tout la question, parce qu'il y a certains progrès qui sont tout à fait profitables aux communautés, il faut les garder. Mais simplement, l'histoire du progrès systématique, ça devient un vrai problème. L'histoire du progrès qu'on nous vend systématiquement, et ça c'est remis en cause par personne. Et surtout, moi, ce que je trouve le plus bizarre dans cette histoire, c'est que on nous vend quand même une démocratie, et en fait il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui concernent nos vies directement, qui ne sont absolument pas débattues par personne. C'est-à-dire que c'est un expert qui va prendre une décision pour nous tous, qui va dire c'est bon pour vous. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est ce que disait Ellul, du reste ni plus ni moins, simplement qu'à un moment donné, le progrès, il faut en discuter. C'est-à-dire qu'il faut dire voilà, s'il y a un progrès, voilà ce qu'on gagne, mais voilà ce qu'on perd. Parce qu'Ellul, ça l'a montré. Je crois qu'aujourd'hui c'est très clair. Le progrès est biface, c'est-à-dire qu'on gagne quelque chose, mais on perd quelque chose. C'est automatique. C'est-à-dire que c'est pas en fonction d'utilisation qu'on fait du progrès, comme disent comme disent certains, c'est automatique. On gagne, mais on perd. Donc le tout, c'est de mettre sur la table, voilà le progrès que je vous propose, voilà ce que vous allez gagner, mais voilà ce que vous allez perdre. Et là, on discute. Il y a des choses, on dit, on est prêt à perdre ça pour ça, mais il y a certaines choses qu'on n'est pas prêt de perdre, et donc on va battre votre progrès. Et ça, c'est pas du tout fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, c'est ça, vous voyez, qui me gêne. C'est plus l'histoire de dire que toute invention, toute cochonnerie inventée par une tête d'œuf ou un ingénieur va être appliquée sans penser aux conséquences que ça va avoir, et qui détruisent en vérité tout notre cadre de vie, même pas seulement le cadre de vie, la beauté des choses, etc. Oui, voilà, on peut même étendre ça sur des choses bien plus larges, parce que je pense par exemple au débat qui est récurrent et sous-jacent sur en gros qu'est-ce qu'on fait par rapport au vieillissement de la population. Est-ce qu'on fait venir plus de population immigrée pour compenser mais pour garder le même niveau de vie, le sens inverse n'est jamais proposé, le fait à un moment de
de vivre mieux peut-être en un sens avec une immigration contenue voire arrêtée, mais en effet un niveau de vie général qui Non, baisse. mais je pense que il y a aujourd'hui des impensés, et vous parlez en politique, c'est pour ça que moi la politique m'intéresse quand même assez peu. Après, elle m'intéresse d'un point de vue comme tout le monde, mais je veux dire que dans le spectre politique, finalement, il y a des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Il y a des impensés en fait, des choses par exemple aujourd'hui, personne, à ma connaissance, ne remet en cause la croissance, même pas les Verts. Il y a eu un Vert, on est coché qui la remettait, mais qui voyageait en avion à New York tous les jours, donc c'était pas très sérieux. Mais là, on est dans le fait ce que je dis. Voilà, donc, mais sinon, il y a très peu ça se fait la croissance, le progrès, c'est des choses qui ne sont pas discutées. Sur cette dynamique en fait archéofuturiste, parce que ça fait intéressant aussi. Je pense que c'est des thématiques que ici vous avez abordées à plusieurs reprises. Moi, je pense à la fois, ça va peut-être étonner certains, à la devise d'une association de musiciens noirs américains qui disait Ancient to the future, les anciens pour le futur. Et donc c'est l'archéofuturiste de Guillaume Fay aussi, Guillaume Fay a changé. Donc tu vois, c'est les Africains et Guillaume Fay en même temps. Ça peut être assez amusant. Et donc être ancien pour le futur, s'appuyer sur les racines, mais pour construire, pas du tout de revenir d'ailleurs à des choses anciennes. On ne revient pas sur le. Voilà, la question, c'est pas forcément de revenir au sens, parce qu'on, tu as raison, on revient pas. Mais après, ce qui est intéressant comme aujourd'hui, c'est de réfléchir à des moments historiques où finalement, notamment, c'est un peu ce que fait Michéa, ce qu'a fait Lach, etc. Mais des moments historiques où il y a eu un socialisme qui, après la révolution industrielle, avec la révolution industrielle, finalement, n'est pas du tout le socialisme qu'on nous vend aujourd'hui. C'est-à-dire un socialisme qui était enraciné, qui cherchait l'enracinement. Bon, ça, c'est très intéressant tout ça. Tu le cites d'ailleurs, William Morris. William Morris, voilà. Un jour consacrer d'ailleurs une émission là-dessus. Mais William Morris est quelqu'un qui, de fait, toute son utopie socialiste se base sur une nostalgie d'ailleurs tout à fait intéressante pour certains modes de vie médiévale aussi. Et qui a trouvé sa traduction artistique, puisque William Morris a été le promoteur, un des promoteurs du néo-gothique en Angleterre, et bon, ça a débordé sur une partie de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez en fait de toute cette polémique qui a pu avoir lieu l'année dernière? Alors, la polémique autour de Richard Millet, on peut la rappeler. Elle est sur un livre dans lequel il avait eu un essai sur la littérature, ou c'est une annexe, un appendice, si je ne m'abuse. C'était Éloge littéraire d'Andreas Breivik. Dont le titre était Éloge littéraire d'Andreas Breivik. Alors forcément, tout de suite, les médias, un certain nombre d'auteurs se sont emparés de ce titre, qui en fin de compte n'avait finalement pas grand-chose à voir en tant que tel, ou en tout cas ne disait pas ce qu'il voulait dire. On peut dire que le titre était un petit peu caché le fond du texte. Oui, tout à fait, exactement. Qui était à la fois évidemment une réflexion sur ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement, mais aussi une réflexion plus large sur la fin d'une civilisation. On en parlait au début d'ailleurs avec Dominique Vénère, c'était ça l'inquiétude de Richard Millet, à mon avis. D'ailleurs, n'était pas seulement une inquiétude devant l'immigration de masse et la transformation de la population française, mais aussi une réflexion sur la fin de la langue, la fin d'un certain nombre de codes sociaux auxquels il était attaché. Et moi, c'est d'ailleurs ce qui me semble plus intéressant que la simple critique de l'immigration. Bien sûr. Tout à fait, c'est plus large. Et c'est vrai que de fait, si on lit relativement vite, ou si on simplifie le point de vue Millet, ce serait à la limite de dire il y a plus de langue, il y a plus de littérature. Quel est votre point de vue, votre point de vue par rapport à ça? Il est moins, Millet d'abord, je tiens à dire que c'est pour moi c'est un grand écrivain, incontestablement, c'est un des grands qu'on a, donc c'est un peu dommage que tout le monde lui soit tombé dessus et essayer de le détruire, de le tuer socialement. Après, évidemment, sur son constat qu'il n'y a plus d'écrivains, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il est très pessimiste. Après, il est vrai que Millet, c'est un écrivain très classique, un écrivain qui manie encore une langue, on pourrait presque dire qu'on est opposé, quelque part littérairement, ce qui veut pas dire que j'estime pas. C'est une langue très barésienne. Mais c'est une langue extrêmement, barésienne, extrêmement littéraire, c'est très très littéraire. Alors, en effet, cette langue-là, oui, elle disparaît probablement. Il en est certainement un des derniers représentants. De là à affirmer que la littérature en tant que telle disparaît, moi je serais quand même moins pessimiste, quoi.